Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans NCTV Actu. Voici l'image du jour, celle de l'abbé Jacques Hamel. Il a été assassiné hier soir dans son église. Deux assaillants se sont infiltrés lors d'une messe avec des armes blanches. Le prêtre Jacques Hamel, assassiné à l'âge de 85 ans, un nouvel attentat revendiqué par Daesh. Les réactions ce soir des autorités religieuses du pays, à la fois du côté des catholiques et du côté des musulmans. À Vaud, l'inquiétude des parents d'élèves des classes. Les parents d'élèves s'inquiètent des classes de leurs enfants qui sont affaissés et fissurés. Reportage lors d'une visite de sécurité. À la quête de son histoire, c'est le défi d'une Bordelaise métisse kanak. Pendant un mois, elle recherche les origines de sa maman pour en faire un livre biographique. Il était 9h25 à l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Le père Jacques Hamel célébrait la messe matinale lorsque deux hommes s'infiltrent munis d'armes blanches. Ils égorgent le prêtre et prennent en otage 5 autres personnes. La police de Rouen intervient et finit par tuer les deux assaillants. C'est un nouvel attentat revendiqué par Daesh. Humilité et simplicité caractérisaient l'homme âgé de 85 ans. Ses confrères le décrivaient comme un prêtre courageux pour son âge. Il avait préféré continuer à travailler au service des gens au lieu de prendre sa retraite à l'âge de 75 ans. Alors parmi les réactions, celle de Manuel Valls, je cite, « L'objectif de Daesh est de provoquer une guerre de religion ». Je vous propose d'écouter d'abord la réaction de Monseigneur Calvé. Monseigneur Calvé, bonjour. Bonjour. En fait, on voulait avoir une de vos réactions par rapport à ce qui s'est passé à Rouen, l'attentat. Alors c'est une chose que j'ai appris comme tout le monde, par les médias. Et puis, peu après, alors qu'on essayait de savoir ce qui s'était réellement passé, j'étais d'autant plus intéressé que j'ai habité en Normandie autrefois pendant un certain nombre d'années. Et je connaissais bien un certain nombre près du diocèse de Rouen, c'était Rouen et Le Havre à l'époque. Et là, j'ai pris connaissance du communiqué de Monseigneur Dominique Lebrun, qui est l'archevêque de Rouen actuellement, qui était auparavant évêque à Saint-Étienne, et qui a fait un communiqué où il dit vraiment en même temps sa souffrance, le fait qu'il partage avec ceux qui ont été les victimes et les proches, et qui dit à la fois une incompréhension, mais aussi que les seules armes de l'Église catholique vis-à-vis d'un acte pareil, eh bien, c'est la prière. Alors, Monseigneur Calvé, on a une réaction du président de la République qui nous dit que c'est la République qui est visée. Mais à côté de ça, on a aussi M. Valls qui dans un communiqué, M. Valls nous dit carrément que en fait, l'objectif de Daesh, c'est de créer une guerre de religion. Que pensez-vous de ces propos-là ? On peut dire toutes sortes de choses, mais c'est un calcul. En fait, c'est un mécanisme, comme on a des sectes qui sont antisociales, eh bien, Daesh fonctionne sans doute de cette manière-là. Et il importe pour la société de voir à la base comment assécher cette espèce de marécage et de flou et de références qui sont complètement hors de propos à des raisons religieuses pour une violence qui est d'une certaine manière maladive, mais pas uniquement maladive, qui est une volonté de faire du mal. Et le fait de parler de guerre de religion, ne pensez-vous pas que ça risque de stigmatiser une partie de la population ? C'est une lutte de pouvoir, et beaucoup plus que de recherche de pouvoir que de religion. Et ce qu'il s'agit de faire, eh bien, c'est de trouver ce qui évite à ces quantités, comme je le disais, de haine, de réserve qui déferlent par moments, par paroxysme, et pour des gens qui sont pris en main, parce que on connaît le mécanisme qui inclut des gens dans des sectes, eh bien, ils sont pris en main et ensuite sont amenés à faire n'importe quoi. Eh bien, je pense que c'est ce que l'on voit là, mais ça demande de regarder ce phénomène-là avec grand soin. Dans la société, quelquefois, on s'attache à dire « mais il y a des choses, à donner des alibis ». Non, il y a des gens qui cherchent le mal, qui cherchent à prendre le pouvoir, qui cherchent à exercer leur pouvoir sur d'autres, et ils l'exercent de manière intelligente.
quand on pense que le nom islam, Salem, c'est la paix, eh bien c'est un dévoiement de l'islam, à proprement parler, quand on connaît un peu les valeurs de l'islam. Mais dans l'islam, comme d'ailleurs dans la religion chrétienne, comme dans d'autres religions, il y a des gens qui peuvent chercher à l'utiliser pour prendre le pouvoir. Monseigneur Calvé, je vous remercie. Voilà, c'était Monseigneur Calvé, il était au micro de Duke Menango. Alors nous avons aussi voulu donner la parole à la communauté, aux musulmans du pays. Je vous propose d'écouter la réaction du président de leur association. Il est clair que le but de l'État islamique, c'est de créer les conflits interreligieux au sein des sociétés occidentales. Donc, effectivement, je pense que ce qu'ils recherchent, c'est maintenant les réactions aux actions qui commettent de façon accélérée d'ailleurs. Très souvent, on nous demande de nous justifier. Mais personnellement, je me suis mal à l'aise à me justifier puisque ces gens-là ne me représentent en rien et en aucun cas. Je peux que condamner de façon la plus ferme ces actions inacceptables, ces actions bestiales, ces sacrifices des victimes innocentes. Le président de l'association des musulmans du pays, il était au micro de Falahi Ouedraogo. Alors, est-ce que l'objectif de Daesh est de provoquer une guerre de religion? Dans la presse internationale, cette hypothèse est largement étayée dans le monde. Le quotidien publie un certain nombre de discours de propagande produits par l'organisation terroriste dans le but de détruire toute coexistence religieuse. L'auteur souligne l'objectif de diviser le monde et de forcer les uns les autres à prendre parti, entre guillemets, soit vous êtes pour la croisade, soit vous êtes pour l'islam. Un choix refusé par l'archevêque de Rouen dans le Huffington Post depuis les JMJ de Cracovie. L'homme de foi a ainsi déclaré, je cite, « L'Église catholique ne peut prendre d'autres armes que la prière et la fraternité entre les hommes ». Voilà ce que l'on pouvait dire suite à cet assassinat de Monseigneur, du Père, je vais y arriver, Jacques Hamel, excusez-moi pour ce petit trou de mémoire. C'est comme ça c'est ainsi qu'on referme cette page. Je vous propose d'enchaîner avec l'actualité dans le pays. Et direction la commune de Vaud, il y a 2 semaines, l'école primaire a dû fermer. Les élèves ont dû être évacués en cause. Une fissure est apparue entre 2 murs, un affaissement du bâtiment. Depuis, les cours ont repris et les parents d'élèves restent inquiets. Ils ont pu assister hier à une visite de sécurité. Regardez le reportage d'Aurélie Chiron. Il y a quand même une gravité parce qu'il y a eu évacuation d'enfants. Il y a eu sollicitation des pompiers. Nous, parents, les premiers, on n'a pas été informés comme ça. Pascal partage son mécontentement au directeur de l'école vêtu d'un tricot rouge. Autour de lui, parents d'élèves, gendarmes, mairie et sécurité civile, tous sont venus pour assister à la visite du comité territorial de sécurité. Il y a quelques semaines, une importante fissure est apparue dans le mur de l'école. Le bâtiment a été évacué et fermé durant 2 jours. Comme en fait ce sont 2 murs côte à côte, il peut y avoir des cas où le mur il est monté que d'un côté et de l'autre côté on n'a que le poteau. Contacté par la mairie de Vaud, Régis Sanchez, ingénieur en génie civil, a effectué une première expertise des fissures. Ici, il explique aux parents que les fissures signalées seraient en fait des joints de dilatation et ne représenteraient aucun danger pour les enfants. D'accord, mais le problème en fait c'est pas l'histoire des joints de dilatation, c'est que nous on s'est aperçu en allant dans cette salle que quand un camion passe, la salle elle vibre. Ah oui, mais ça c'est autre chose. Ça, mais c'est ça le problème, c'est ça le problème. C'est pas nous, c'est pas les joints de dilatation, on s'en fout des joints de dilatation. C'est le fait que la salle elle bouge. Et moi j'ai fait l'expérience d'aller dans la salle, de sauter, et on sent que la structure elle bouge. Je suis désolé, c'est ça qui nous inquiète. Ah non, mais là, ce dont... Ah non, mais moi ça c'est pas la peine de nous faire accrocher les jeunes de natation, c'est très bien quoi. Et dans la classe, pourquoi il y a un creux devant le tableau par terre? Il n'y avait pas de ça quand vous venez aux réunions parents professeurs? Ah mais je sais pas, mais on va aller là-bas directement. Nous voilà, ce sont ces éléments-là qui nous... Les parents sont aussi inquiétés par un affaissement apparu depuis peu dans l'une des salles. À combien de millimètres là? 5, 6?
Il y a un affaissement éventuel de la chape qui peut être tout à fait normal, mais on va simplement assurer une surveillance de cet écart. Vous êtes inquiet? Bien sûr, hein, il y a nos enfants, il y a 22 élèves dedans. Puis après, avec les vibrations de chaque jour, après, on ne sait pas, il faut apporter un peu plus de diagnostic ou d'expertise pour évaluer l'état de santé du bâtiment. Si l'inquiétude persiste chez Pascal, l'inspecteur garantit la sécurité des enfants. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de raison particulière pour que les enfants soient relogés ou suivent des enseignements dans d'autres locaux. Toutefois, une expertise structurelle du bâtiment sera effectuée durant les vacances scolaires. La mairie de Vaud, quant à elle, devra définir les causes exactes de l'affaissement du plancher de la classe de CE2. Elle est ici pour un mois, une jeune bordelaise métisse kanak. Elle est revenue au pays pour en savoir plus sur ses racines. Jeune maman, elle veut notamment en savoir plus sur sa propre mère. Anissa Toussi l'a suivie dans sa quête. Ce matin, c'est une grande première pour Charlotte. Elle interviewe sa propre grand-mère maternelle. Comment elle a réagi quand maman s'est mise avec papa, avec le blanc du coin? Je travaille dans ma mairie, je travaille pas. Et à mon équipe, pour pas qu'il aille à papa. Parce que c'est la Wanoulé. Undalan majudano aban lampe pariang. Dan le pandemi. Comme c'est à cause de ça donne pas le blanc alors. Nous, dara. Oui. Mon ami va au côté de nous. Pour moi, c'est pas de rien. Je te dis, Dieu, il va laisser. C'est quoi, Charlotte a 3 enfants. Pour s'épanouir en tant que mère, elle a besoin de connaître l'histoire de Monique, sa maman. Il n'y a eu aucune explication, elle ne nous a jamais raconté sa vie. Elle nous a dit quelques petites choses, mais depuis très peu de temps, elle nous transmet. J'ai l'impression que c'est compliqué pour elle. Mais moi, j'ai besoin de savoir comment elle a vécu, quel rapport elle avait avec ses parents, ses frères et sœurs, qu'est-ce qu'elle a vécu ici à la tribu pour savoir qui elle est finalement. Quand une femme kanak, elle se met avec un homme blanc, il y a une sorte de fossé qui est là. Qui se pose par rapport à sa mère, par rapport à Monique, ma grande sœur. Donc, j'ai vu qu'il y a eu un fossé qui s'est mis là. Et ensuite, ce fossé-là, c'est ce fossé-là qui fait que Charlotte fait une recherche, un retour pour pouvoir chercher pourquoi il y a ce fossé-là. Moi, j'ai pas d'a priori là-dessus. Je trouve que c'est une démarche qu'elle doit initier, donc elle doit aller jusqu'au bout. Ici, dans le bureau de son grand-père, elle découvre d'anciennes photographies et des échanges de courriers entre sa mère et ses grands-parents. Les filles et moi-même ne sommes pas très heureuses depuis une semaine car notre papa a eu un malaise cardiaque et est hospitalisé depuis 8 jours maintenant. Michel était revenu d'Afrique depuis le 8 août et je me suis rendu compte qu'il était fatigué. Mais les jours qui ont suivi ainsi que les nuits ont été tellement épouvantables que je lui ai suggéré de se rendre à l'hôpital. Les membres de la famille la soutiennent dans son projet et comprennent parfaitement son désir de rechercher ses origines. Sauf que la parole n'est pas si simple que ça. Cette culture du silence va la pousser à revoir son organisation. Je pensais faire un journal au fil de mes découvertes, mais apparemment c'est pas possible. Donc du coup je vais peut-être changer l'axe de mon livre et essayer d'axer plus sur chaque frère et sœur, en fait, d'avoir leur vie et au travers de ces vies-là, de pouvoir tisser l'histoire de ma mère. Ça va finir par s'ouvrir, il faut juste du temps, c'est pas évident de livrer sa vie comme ça, de livrer des choses de son intimité, surtout face à une caméra. Il lui reste moins de 2 semaines pour avoir davantage de réponses à ses questions. D'ici là, elle continue ses recherches auprès des autres membres de sa famille. Ok, coupé. Voilà. Et sans transition, on retrouve le Web du Pacifique préparé par Stéphanie Marlier qui nous emmène en Australie encore une fois.
Restons en Australie avec cette baleine à bosse blanche. Pour beaucoup d'Australiens, c'est peut-être le retour de Migaloo. Cette baleine est célèbre parce que ses apparitions sont très rares. En effet, c'est en 1991 que la dernière baleine à bosse blanche avait été aperçue. Continuons notre voyage dans l'océan du côté de Guam à présent. Une nouvelle espèce de poisson a été découverte dans la fosse des Mariannes. Ce poisson fantôme est surnommé Casper. Son corps transparent mesure à peine 10 cm. Il n'y a pas d'âge pour s'amuser. La preuve, avec ces retraités du centre de Dula Wallace en Nouvelle-Zélande, en compagnie de leurs petits-enfants et d'employés, ils ont rejoué le clip Shake It Off de Taylor Swift. Comme quoi, l'âge c'est juste un chiffre. Ah, ils ont la forme. Hein. À suivre, j'ai testé pour vous. Chloé Yentao a décidé de s'envoyer en l'air. Je n'en dis pas plus. Suivi du casting des candidates pour l'élection de Miss Calédonie 2016. Bonne soirée à tous et à demain.